Il était la terreur de cette brasserie parisienne. Les employés tremblaient dès qu'ils franchissaient la porte à tambour. Personne, absolument personne, n'osait le contredire, jusqu'à ce qu'une serveuse, lors de son premier jour d'essai, fasse quelque chose qui laissa le restaurant entier sous le choc. « Vous êtes complètement incompétente !» La voix trancha l'air du salon comme une lame de rasoir. Élise se figea, le plateau suspendu en l'air. Monsieur Pierre, le serveur le plus ancien et respecté de la maison, recula de 3 pas par instinct. Son visage devint blanc comme un linge. 30 ans à servir du café et vous n'avez toujours pas appris la différence entre chaud et tiède. Henri Beaumont n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Chaque mot sortait calibré au millimètre pour blesser profondément. Le restaurant entier s'arrêta. 15 tables occupées, 30 paires d'yeux qui observaient. Personne ne mâchait, personne n'osait respirer. Élise observait la scène depuis l'entrée de la cuisine. C'était seulement son premier service. À 6 heures du matin, elle s'était levée, avait repassé son uniforme 3 fois et répété devant le miroir la posture parfaite pour tenir le plateau. Maintenant, elle voyait un homme de 60 ans trembler de peur devant un client. « Je vous demande pardon, monsieur Beaumont. Je vais vous en rapporter un autre immédiatement. » La voix de monsieur Pierre sortit brisée, fragile. Henri prit la tasse en porcelaine fine. Sans hésiter, il versa le liquide sombre directement sur le sol. Le café se répandit sur le précieux marbre. Des gouttes noires éclaboussèrent les chaussures cirées du serveur. « Ce n'est pas la peine, j'ai perdu l'appétit. » Il s'essuya la main avec la serviette en tissu. Avec mépris, il jeta le tissu souillé sur la flaque de café. « Et retirez cette saleté de ma vue avant que je ne porte plainte à la direction concernant le standard déplorable de cet établissement. » Monsieur Pierre s'agenouilla à l'instant. Il commença à essuyer le sol avec ses propres mains, s'humiliant devant tout le monde. Élise serra le plateau avec force. Ses articulations devinrent blanches sous la pression. 3 serveuses détournèrent le regard, honteuses. Le sommelier fit semblant de vérifier l'inventaire de la cave. La directrice disparut rapidement dans son bureau. Henri ouvrit son journal financier. Il tourna la page avec un calme insultant, comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas de détruire la dignité d'un homme devant toute la clientèle huppée. Élise fit un pas en avant, poussée par l'indignation, puis un autre. Le chef Louis lui saisit le bras fermement. « Non !» L'avertissement sortit comme un murmure urgent. « Cet homme possède 40% de cet endroit. Tu n'existes pas pour lui. » Élise regarda monsieur Pierre, qui était encore à terre, en train de nettoyer. Puis elle regarda Henri, qui lisait tranquillement. « La table 12 a besoin de toi. Tout de suite. » Le chef lui poussa un plateau dans les mains. Élise traversa la salle. Ses jambes ne tremblaient pas encore. Pas encore. Elle arriva à la table, servit les clients avec un sourire automatique et retourna vers la cuisine, tout en pilote automatique. Ce fut alors qu'Henri leva la main. « Mademoiselle ?» Son index pointait directement vers elle. Élise sentit le poids de tous les regards se planter dans son dos. Le chef ferma les yeux, anticipant le désastre. Monsieur Pierre arrêta de nettoyer une seconde. « Oui, monsieur ?» Sa voix sortit ferme, résonnante. Elle se surprit elle-même. Henri la scanna de la tête aux pieds avec un regard glacial. 5 secondes qui parurent 5 heures. Un café noir, 85 degrés exact, tasse préchauffée. 3 minutes. Il retourna à sa lecture sans la regarder. « Et ne me faites pas répéter. » Élise serra le plateau contre sa poitrine. Ses doigts s'agrippèrent au bord métallique. Isabelle, la directrice, observait avec panique depuis la porte de son bureau. Monsieur Pierre la regardait depuis le sol, toujours à genoux. Comment diable pouvait-elle connaître la température exacte du café? « Calme-toi, Élise. Fais ce que tu sais faire, » murmura la voix de monsieur Pierre derrière elle, trop bas pour qu'Henri l'entende. Mais ce n'était pas la phrase qui la frappa, c'était la façon dont il le dit, le regard baissé, les épaules voûtées, comme quelqu'un qui a été frappé trop de fois par la vie pour croire encore qu'il a le droit de se défendre. C'était le même regard qu'avait son père à la fin de ses jours. Une cuillère cogna contre le métal du comptoir. Ce bruit fut le déclencheur. Soudain, la brasserie de luxe disparut.
Elle avait de nouveau 12 ans. L'odeur n'était pas celle du café gourmet, mais celle de la levure et de la baguette tradition sortant du four. La boulangerie de son père était toujours pleine, des gens debout sur le trottoir, riant, discutant, appelant son nom avec affection. « Monsieur Jean, comme d'habitude. Mettez-moi une religieuse au chocolat, Jean, c'est pour l'anniversaire du petit. » Élise courait entre les petites tables, en équilibre avec 2 grands verres de jus d'orange. « Ma fille, attention à ce sol, ça glisse !» riait son père, tout en nettoyant le comptoir avec un chiffon usé. Il avait de grandes mains, fortes, toujours pleines de farine. Son tablier n'était jamais totalement propre, mais son sourire... Ce sourire était celui d'un artisan fier de chaque miette qu'il vendait. « Un jour, tout ça sera à toi, Élise, » lui disait-il, en remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je vais en faire la meilleure chaîne de boulangerie de Paris, papa, » répondait-elle, sérieuse, comme si elle prêtait serment. Les 2 riaient avec complicité, jusqu'au jour où l'associé entra par la porte. « Jean, il faut qu'on parle. » La voix était sèche, sans la chaleur des clients habituels. Il portait un costume trop strict pour une boulangerie de quartier. Une montre coûteuse brillait à son poignet. Élise se souvenait avoir détesté cette montre de toutes ses forces. « Maintenant ?» demanda son père, souriant encore, s'essuyant les mains sur son tablier. « Maintenant, dehors !» Elle les suivit jusqu'au trottoir, se cachant derrière la machine à boissons. « Tu as signé sans lire, Jean !» dit l'associé, sortant des papiers de sa mallette en cuir. « Je t'ai fait confiance, Charles. Tu as dit que c'était juste pour régulariser la société. C'est le cas. Maintenant c'est régularisé. Le local est à moi, la marque est à moi, les fours sont à moi. Toi, l'homme ajusta sa veste. Tu es juste un employé, si tu le souhaites. » Son père eut un rire nerveux, incrédule. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» Charles hausse le ton, perdant patience. « Est-ce que quelqu'un ici pense que je plaisante ?» Les quelques clients qui restaient se retournèrent pour regarder. Certains écartèrent leur tasse, mal à l'aise. « Mon avocat a déjà tout enregistré. Tu ne peux rien prouver, Jeanne. Accepte que tu as perdu. »« Je n'ai rien perdu. J'ai travaillé ici bien avant que tu n'apparaisses, » répondit son père, les mains tremblant visiblement. « Tu as travaillé au passé, maintenant c'est fini. » Charles prit les clés de la porte vitrée. Il les arracha du trousseau de son père. « Tu peux continuer derrière le comptoir si tu apprends à obéir, ou tu peux partir sans rien. » Élise n'oublia jamais le bruit qui suivit. Le stylo de son père tombant sur le bitume. Il ne cria pas, il ne bouscula personne, il ne fit pas de scandale. Il sembla simplement rétrécir, comme s'il avait perdu 10 centimètres de hauteur devant ses yeux. « Rentre, ma fille » demanda-t-il, sans oser regarder Élise. Cette nuit-là, elle l'entendit pleurer dans la salle de bain pour la première fois de sa vie. 2 semaines plus tard, il eut son premier malaise au milieu du comptoir. Il s'effondra entre les paniers de pain et la monnaie. Tension, stress, trop d'épuisement, dit le médecin à l'hôpital. Mais Élise savait que cette maladie portait un autre nom, humiliation. Des années plus tard, à l'enterrement simple, sans couronne de fleurs coûteuses, elle serra les poings devant le cercueil. « Je ne laisserai plus jamais un homme avec de l'argent détruire quelqu'un qui veut juste travailler, » murmura-t-elle, posant son front sur le bois froid. Tout ce souvenir traversa son esprit en quelques secondes. Un tintement de céramique la ramena brutalement au présent. La tasse qu'elle avait prise faillit lui glisser des mains. Le bruit effraya la cuisinière. « Ça va, Élise ?» Elle prit une grande inspiration. « Oui, maintenant ça va. » Elle prit la carafe. Regarda l'horloge murale. 3 minutes. Elle se souvint de l'exigence absurde d'Henri Beaumont. En sortant de la cuisine, elle vit son reflet dans la vitre, assis, confortable, certain que l'univers entier existait pour le servir, exactement comme Charles sur le trottoir de la boulangerie. Mais, cette fois, quelqu'un n'allait pas baisser la tête. Élise traversa la salle avec la tasse fumante à la main. Chaque pas était mesuré, calculé avec précision. La surface du café tremblait à peine. Elle s'arrêta à côté de la table d'Henri. « Votre café, monsieur. » Elle posa la tasse avec un soin extrême. Aucune goutte ne s'échappa de la soucoupe. Henri ne leva même pas les yeux de son journal. « C'était long. 3 minutes, conformément à votre demande. » Maintenant, il leva les yeux. Pas vers elle,
vers sa montre suisse. 3 minutes et 15 secondes. Il prit la tasse, la porta à ses lèvres, but une petite gorgée. Il recracha le liquide dans la tasse. Le café coula le long de son menton, tachant sa cravate en soie. 85 degrés, j'ai dit. À combien est ceci? 90, 100. Élise sentit son estomac se nouer. J'ai suivi exactement vos instructions, monsieur. Alors vous suivez mal les instructions. Henri repoussa la tasse avec dédain. Le café se renversa sur la nappe blanche immaculée. La tache sombre s'étendit comme du sang. Refaites-le. Elle prit la tasse. Ses doigts serrèrent la porcelaine avec trop de force. Elle retourna en cuisine. Ignora les regards compatissants des autres employés. Elle prépara le café à nouveau, attendit 10 secondes de plus pour qu'il refroidisse. Elle revint. « Votre café, monsieur. » Henri le prit, but une autre gorgée. Il fit une grimace de dégoût. Froid. Cette fois, il versa tout le contenu sur la nappe. Encore. Élise ne bougea pas d'un millimètre. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, arquant un sourcil avec arrogance. « Non, monsieur. » Elle prit la tasse vide, fit demi-tour. Le chef Louis l'intercepta à la porte battante de la cuisine. « Élise, laisse-moi faire. Je sais déjà ce que ce type veut. »« Non, je peux le faire. » Elle prépara la 3e tasse. Ses mains étaient fermes maintenant. Elle mesura la température avec le thermomètre digital, 85 degrés exact. Elle retourna dans la salle à manger. Elle la posa devant lui. Henri ne toucha même pas à la tasse cette fois. « Savez-vous pourquoi je fais ça ?» Sa voix sortit basse, presque douce. Ce qui rendait tout cela bien plus sinistre. « Non, monsieur. Parce que je le peux, parce que vous avez besoin de moi bien plus que je n'ai besoin de vous. » Il prit enfin la tasse. Il but une longue gorgée lente. « Celui-ci est acceptable. Vous pouvez disposer. » Élise se tourna pour partir. Ses jambes tremblaient maintenant de la tension accumulée. 3 tentatives. 30 minutes de torture psychologique. Tout pour un simple acceptable. Elle avait à peine fait 2 pas quand elle entendit « Ah, j'oubliais, je veux un croissant chaud, sans brûler les bords. » La salle entière assistait au spectacle. Élise revint, prit la commande, alla jusqu'à la cuisine. Louis avait déjà le croissant prêt, cuit à la perfection, doré, croustillant. Elle le mit sur une assiette à dessert, l'apporta à la table. Henri en rompit un morceau avec la main, mâcha lentement. Les bords sont durs comme de la pierre. Il ne l'était pas. Élise avait vu Louis le sortir du four 5 minutes plus tôt. « J'en préfère un autre. » Il poussa l'assiette vers le bord de la table. Élise regarda le croissant intact avec une seule bouchée manquante. « Excusez-moi, monsieur, mais quoi ?» La voix de l'homme coupa l'air comme un fouet. Tout le restaurant s'arrêta de nouveau. « Êtes-vous en train de remettre en question mon palais, jeune fille ?» Élise déglutit difficilement, la gorge sèche. « Non, monsieur. Je vais vous en apporter un autre immédiatement. » En cuisine, Louis serra les poings d'impuissance. « Ce n'est pas une question de café ou de croissant. Il teste jusqu'où tu peux tenir avant de craquer. »« Je sais. » Élise prit un autre croissant sur le plateau. Elle l'apporta. Henri ne le regarda même pas cette fois. Il fit juste un geste vague de la main, la congédiant comme une mouche. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Il l'avait brisé publiquement. Élise retourna derrière le bar de service. Ses jambes cédèrent enfin. Elle dut s'appuyer sur l'évier pour ne pas tomber. Ce fut alors qu'elle sentit une main lourde sur son épaule. Isabelle, la directrice, visage dur, sans expression. Dans mon bureau, tout de suite. Élise la suivit. Chaque pas pesait 1 tonne. Le bureau était petit, étouffant. Isabelle ferma la porte à clé. « Assieds-toi. » Élise obéit. « Premier jour et tu as déjà attiré l'attention du pire client possible. Je faisais juste mon travail du mieux que je pouvais. Ton travail est de faire ce que le client demande, sans questionner, sans hésiter, sans avoir d'opinion. » Isabelle croisa les bras sur sa poitrine. « Sais-tu qui est Henri Beaumont? Un client comme les autres. Il possède 40% de ce restaurant. Il approuve chaque embauche et chaque licenciement. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. « S'il le veut, tu pars aujourd'hui même, sans préavis, sans lettre de recommandation. Mais je n'ai rien fait de mal. Tu as existé en sa présence. C'est déjà une erreur suffisante pour lui. » Isabelle se pencha sur le bureau,
envahissant son espace. 3 personnes ont essayé d'affronter Henri ces 2 dernières années. Sais-tu où elles sont? Élise ne répondit pas, baissant les yeux. L'un est au chômage depuis 8 mois, une autre a son nom sali dans tout le réseau de restauration de la ville. Le troisième... Isabelle fit une pause dramatique. Le troisième était Monsieur Pierre. Tu as vu comment il a fini? Les mots tombèrent comme des pierres sur sa conscience. Alors qu'est-ce que je fais? Demanda Élise, la voix tremblante. Tu supportes, tu souris, tu obéis, et tu pries pour qu'il se lasse de toi avant de décider de détruire ta vie pour s'amuser. Et si je ne veux pas supporter? Isabelle ouvrit la porte en grand. Alors tu démissionnes maintenant et tu nous fais gagner du temps à tous. Élise sortit du bureau, étourdie. Le couloir était désert. Elle entra dans le local de stockage et de nettoyage. Elle ferma la porte derrière elle. Elle s'appuya contre le mur froid. Elle glissa jusqu'à s'asseoir sur le sol. Ses mains tremblaient maintenant sans aucun contrôle. Elle avait désespérément besoin de cet emploi. Sa mère avait rendez-vous avec le spécialiste la semaine prochaine. Des dépassements d'honoraires importants. Elle avait à peine de quoi payer une partie. Si elle perdait ce travail aujourd'hui, elle ne pourrait pas payer. Sa mère avait déjà repoussé l'examen 3 fois par manque d'argent. « Tiens bon, Élise » se murmura-t-elle. Mais la voix de son père résonna dans son esprit. « Ne laisse personne te briser, ma fille. » Comment allait-elle choisir entre sa dignité et la santé de sa mère? Élise sortit son portable de sa poche. Elle regarda la photo en fond d'écran. Sa mère souriante, fragile mais belle, à son dernier anniversaire. Puis, elle regarda vers la porte du local. Là-bas, Henri était toujours dans le salon, toujours à commander, toujours à humilier. Elle avait 2 choix, baisser la tête et survivre, ou se lever et tout risquer. Les larmes vinrent, silencieuses, brûlantes. Mais avec elles, quelque chose d'autre surgit, une colère froide et calculatrice. Parce qu'Henri ne savait pas une chose fondamentale, les gens désespérés sont les plus dangereux, surtout quand ils sentent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Élise s'essuya le visage brusquement. Elle se leva. Elle allait tenir, pour l'instant, mais elle allait observer chaque mouvement de cet homme, chaque mot qu'il dirait, chaque faux pas. Parce que les hommes qui se croient intouchables oublient toujours de protéger leurs arrières, et quand ils commettraient l'erreur inévitable, elle serait là, à attendre. Élise retira son tablier dans le vestiaire des employés. Ses doigts tremblaient tellement que le nœud ne se défaisait pas. Elle tira fort. Le tissu se déchira. Peu importe. Elle le jeta sur le banc en bois. Elle prit son sac, la première démission de sa vie, 6 heures de travail au total. Elle s'assit sur le sol froid du vestiaire, vaincue. Elle appuya sa tête contre le mur de carrelage blanc. Les larmes revinrent. Cette fois, elle n'essaya pas de les retenir. Elle pleura en silence, les épaules secouées de sanglots. Elle se couvrit le visage de ses mains. Comment allait-elle payer la consultation de sa mère maintenant? Comment allait-elle pouvoir la regarder dans les yeux et lui dire qu'elle avait perdu son travail le premier jour par fierté? Élise ouvrit son sac pour chercher son portable. Sa main effleura quelque chose de rugueux, une photographie. Elle la prit. Elle était froissée au coin par le temps. C'était son père, 20 ans plus jeune, devant la boulangerie. Sourire large, tablier sale de farine. Au verso, l'écriture tremblante de ses derniers mois de vie « Ne les laisse pas gagner, ma fille ». Élise serra la photo contre sa poitrine, cherchant de la force. Les pleurs cessèrent brusquement. La colère revint, plus forte, plus concentrée. Elle s'essuya le visage du revers de la main. Elle prit son portable, fit défiler la liste de contacts. Elle s'arrêta sur un nom, Camille Laurent, son amie journaliste. Elles avaient étudié ensemble au lycée. Élise hésita une seconde. Puis elle appuya sur le bouton d'appel. 3 sonneries. « Élise, tout va bien ?» La voix de Camille semblait étouffée, avec un bruit de circulation dense en fond. « J'ai besoin de savoir une chose. Dis-moi. » Élise prit une profonde inspiration pour stabiliser sa voix. « Connais-tu un homme d'affaires nommé Henri Beaumont ?» Il y eut un silence lourd à l'autre bout de la ligne. « Pourquoi me demandes-tu ça? Tu le connais ou pas ?» Camille soupira lourdement. « Je le connais. Quiconque travaille dans le journalisme d'investigation le connaît.
Élise se redressa alerte. « Que sais-tu de lui ?»« Beaucoup, mais rien que je puisse prouver devant un tribunal. »« Pourquoi ?»« Il vient de me faire renvoyer, après m'avoir humilié devant un restaurant entier. » « C'est le cadet de ses soucis, Élise. Cet homme est dangereux, vraiment. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Camille baissa la voix, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. « Il y a des rumeurs d'évasion fiscale massive. Travail dissimulé, pot de vin, mais il a des avocats coûteux, très coûteux. Il nettoie toujours son casier. » Élise ferma les yeux, visualisant la scène. Et personne ne fait rien. Personne n'a de preuves matérielles. Et ceux qui essaient d'en obtenir disparaissent du marché du travail. Les mots d'Isabelle résonnèrent dans l'esprit d'Élise. 3 personnes ont essayé d'affronter Henri. Camille, et si quelqu'un obtenait les preuves? Élise, ne fais pas ça. Réponds-moi juste. Un autre long silence. Si les preuves étaient solides, il tomberait. Même des gens plus gros que lui tombent quand l'évidence est indéniable. Élise ouvrit les yeux. Merci. Élise, écoute. Elle raccrocha. Elle resta assise sur le sol du vestiaire 5 minutes de plus, à réfléchir, à tracer des lignes. Henri avait été trop arrogant aujourd'hui. Il avait trop parlé, agi devant des témoins. Les hommes comme ça commettent toujours des erreurs par excès de confiance. Elle se leva, décidée. Remit la photo de son père dans son sac. Mais avant de sortir, quelque chose attira son attention. Dans la poubelle à côté du banc, il y avait des papiers froissés en boule. Élise les prit par instinct, lissa les feuilles sur sa jambe. C'étaient des factures d'achat du restaurant, avec des tampons officiels. Mais les chiffres étaient étranges, ils ne collaient pas. Une commande de vin grand cru, 300 €. Elle avait vu cette bouteille à la cave. Elle coûtait 800 € prix public et 500 au prix coûtant. Une autre commande, viande importée Wagyu, 1500 €. L'étiquette du fournisseur disait 3000. Élise sortit son portable, prit des photos nettes des notes. Quelqu'un manipulait les valeurs des achats pour déclarer moins de dépenses ou blanchir de l'argent. Et ces papiers étaient dans la poubelle du vestiaire des employés. Elle sortit du vestiaire. Le restaurant continuait de fonctionner normalement. Henri était probablement encore là, à jouir de son pouvoir. Élise contourna le couloir de service, passa par la cuisine. Louise était seule, en train de récurer une casserole avec furie. Il la vit, lâcha l'éponge. « Élise, Tu savais qu'il fait ça ?» demanda-t-elle, lui montrant les photos sur l'écran. Louis regarda l'image. Son visage se durcit, plein de honte. « Je le savais. Pourquoi n'as-tu rien fait ? Parce que j'ai 2 enfants à nourrir. Et parce que j'ai déjà vu ce qu'il fait à ceux qui essaient de parler. » Louis s'essuya les mains sur son tablier. « Mais si tu veux vraiment t'en prendre à lui, je peux aider. » Élise sentit son cœur s'accélérer. « Comment ?» Il regarda des 2 côtés du couloir, puis la tira vers le coin le plus sombre de la cuisine. « J'ai accès aux archives du bureau, numériques et physiques. Je sais où il garde toute la comptabilité réelle. Pourquoi ferais-tu ça maintenant ?» Louis serra les lèvres avec détermination. « Parce que moi aussi j'ai une fille, et je ne veux pas qu'elle grandisse dans un monde où des hommes comme lui peuvent faire ce qu'ils veulent. » Élise le regarda dans les yeux, scellant un pacte silencieux. « Quand ? Il va donner un dîner de charité ici. Dans 3 jours, il sera tellement occupé à s'exhiber en tant que philanthrope qu'il ne remarquera rien. Et de quoi avons-nous besoin ? De preuves accablantes, de documents originaux, de témoins. » Louis prit une profonde inspiration. « Et de courage, beaucoup de courage. » Élise tendit la main. « Alors nous en aurons. » Louis la serra avec force. De l'autre côté de la cuisine, le rire tonitruant d'Henri résonna dans le couloir. Il ne le savait pas encore, mais la partie avait commencé. Élise revint le lendemain matin, pas comme employée, comme visiteuse clandestine. Isabelle faillit recracher son café quand elle la vit à la porte de service. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai oublié mon portefeuille dans le casier. » C'était un mensonge, mais ça marcha. Isabelle leva les yeux au ciel avec agacement. 5 minutes. Après tu disparais. Élise entra. Elle passa tout droit devant le vestiaire sans s'arrêter. Continua vers le couloir du fond. Louis l'attendait près de la chambre froide. Tu as réussi à entrer. De justesse.
Il surveilla le couloir. La tira à l'intérieur de l'économa. J'y ai pensé toute la nuit. Si on doit faire ça, ça doit être un coup précis. Une seule chance. Élise hocha la tête. Qu'est-ce que tu as? Louis sortit une clé USB de la poche de sa veste de chef. Archives, factures falsifiées des 6 derniers mois, paiements fantômes à des fournisseurs qui n'existent pas. Tout est sauvegardé ici. Il remit le dispositif à Élise. Mais ça ne suffit pas. Il faut plus. Il faut des gens qui témoignent. Qui confirment l'histoire. Qui oserait? Louis soupira avec résignation. Monsieur Pierre, il travaille ici depuis 8 ans. Il a tout vu. Il a été licencié et réembauché 3 fois. Toujours quand il menaçait de parler. Il aidera? Si on lui garantit une protection réelle, peut-être. Élise cacha la clé USB dans son soutien-gorge. Où est-ce que je le trouve? Il habite près de la place de la République. Note l'adresse. Louis griffonna l'adresse sur une serviette en papier. Élise sortit du restaurant avant qu'Isabelle ne refasse sa ronde. 2 heures plus tard, elle frappa à la porte d'un petit appartement au 4e étage d'un vieil immeuble sans ascenseur. Monsieur Pierre ouvrit. Il la reconnut instantanément. « Petite, qu'est-ce que tu fais là? Je dois vous parler. C'est une question de vie ou de mort. » Il hésita, regarda vers le couloir vide de l'immeuble, la laissa entrer. L'appartement était modeste, très propre. Des photos de famille couvraient les murs écaillés. « Assieds-toi, proposa-t-il, indiquant un canapé au tissu usé. Élise s'assit. « Monsieur Pierre, je sais que vous avez souffert à cause d'Henri Beaumont, et je sais que ce n'était pas qu'une fois. » Le visage du vieil homme se durcit. « Qui t'a raconté ça? » ?»« Louis. » Monsieur Pierre soupira profondément. Il s'assit dans le fauteuil en face. « Il t'a tout raconté? » ?»« Suffisamment. » Silence dense dans la pièce. Élise se pencha en avant. « Je veux le faire tomber, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui témoigne. » Monsieur Pierre rit, un rire amer, sec. « Témoigner? Gamine, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. »« Je le sais exactement. »« Non, tu ne sais pas. J'ai essayé une fois. Je suis allé voir un avocat. J'ai dénoncé les conditions de travail inhumaines. Sais-tu ce qui s'est passé? » Élise secoua la tête. « J'ai été licencié. Mon nom a été grillé dans tous les restaurants de la région. J'ai passé 4 mois sans travailler à manger des pâtes et de l'eau. J'ai failli perdre cet appartement. » Il montra autour de lui d'un geste triste. « Alors je suis revenu à genoux. J'ai supplié. J'ai accepté la moitié du salaire et je n'ai plus jamais ouvert la bouche. Mais cette fois, c'est différent. Pourquoi? » Élise sortit la clé USB et la posa sur la table basse. « Parce que cette fois, nous avons des preuves, des documents, des chiffres réels. » Elle ouvrit son portable, lui montra les photos des factures altérées. Monsieur Pierre prit le téléphone, analysa les images en ajustant ses lunettes. Son expression changea. « C'est de la fraude fiscale. » « Exactement. Et il y a plus, beaucoup plus. » Il lui rendit le portable avec des mains tremblantes. « Même avec ça, il engagera une armée d'avocats. Il fera tout disparaître. Il détruira quiconque se mettra en travers de son chemin. Pas si on l'expose en public, devant des gens importants et intouchables. » Monsieur Pierre fronça les sourcils. « Comment? » « Le dîner de charité, dans 2 jours. Il y aura des politiques, des entrepreneurs, la presse nationale. Si on présente les preuves là-bas, devant tout le monde, il n'aura nulle part où se cacher. » Monsieur Pierre resta silencieux pendant 1 minute entière, fixant le vide. Puis il se leva avec effort, alla dans la cuisine, revint avec une grosse enveloppe jaune. « Je garde ça depuis 3 ans. » Il l'ouvrit. Sortit des documents, des photos Polaroid, des carnets de notes. Contrat de travail frauduleux, paiement en dessous du SMIC, heures supplémentaires jamais payées, registre de sécurité sociale disparu. Élise prit les papiers. Ses mains tremblaient en lisant. « C'est de l'or pur. C'est ma retraite qu'on vole, » corrigea Monsieur Pierre avec douleur. « Chaque feuille représente un morceau de ma vie qu'il m'a pris. » Il la regarda droit dans les yeux. « Si je fais ça, si je monte sur cette scène et que je parle, il n'y a pas de retour en arrière. Il viendra me chercher. On ne le laissera pas faire. Comment peux-tu le garantir ?» Élise n'avait pas de réponse, parce qu'elle ne pouvait rien garantir. Mais elle pouvait offrir autre chose. Parce que si on ne fait rien, il continue à humilier, à voler, à détruire des familles.
Elle montra une des photos sur le mur. Une petite fille en uniforme scolaire. « Vous avez une petite fille ? Oui, elle s'appelle Sophie. Voulez-vous qu'elle grandisse dans un monde où des hommes comme lui peuvent faire ce qu'ils veulent avec des gens comme nous ?» Monsieur Pierre regarda la photo de sa petite fille. Puis, il regarda les vieux documents. « Ma fille me tue si je fais ça. Ou elle vous remerciera pour le restant de ses jours. » Il rit. Cette fois, un rire vrai, quoique nerveux. « Tu es courageuse, folle, mais très courageuse. Alors vous êtes avec moi ?» Monsieur Pierre tendit sa main calleuse. « J'en suis. » Élise la serra. Quand elle sortait, il l'appela depuis la porte. « Gamine. » Elle se retourna. « Il y a une autre personne qui peut t'aider. François, le comptable. Il signe les documents, mais il le fait parce qu'il est obligé. Il s'est déjà plaint à moi plusieurs fois en secret. Où est-ce que je le trouve? Il travaille dans le bureau adjacent au restaurant. Mais vas-y avec prudence. Il a une famille. Il aura plus peur que nous tous réunis. » Élise remercia et partit en courant. Le lendemain, elle alla au bureau administratif. François était un homme d'une quarantaine d'années, maigre, presque squelettique. Lunettes à monture fine. Il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Elle attendit qu'il sorte pour sa pause déjeuner. L'aborda sur le trottoir. « François ?» Il s'arrêta net, regarda autour de lui, nerveux. « Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui sait ce que vous signez chaque mois, et qui sait que vous ne voulez pas le faire. » Le visage du comptable devint blanc comme un linge. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Il essaya de marcher vite. Élise lui bloqua le passage. « Fausse facture, évasion, fraude à l'emploi, votre signature est surtout. Laissez-moi tranquille. Si Henri tombe, vous tombez avec lui, à moins que vous ne soyez le lanceur d'alerte. » François arrêta d'essayer de fuir. Il resta paralysé. Quoi? Lanceur d'alerte. La personne qui a tout livré. Qui a coopéré avec la justice avant de se faire prendre? Vous êtes folle. Ou vous êtes désespéré. Élise fit un pas en arrière pour lui laisser de l'espace. Réfléchissez. S'il fait l'objet d'une enquête, ils trouveront vos signatures. Ils vous mettront en prison comme complice. Mais si vous apparaissez en premier, avec des preuves, en collaborant, vous devenez témoin clé, pas accusé. François retira ses lunettes, les nettoya frénétiquement avec sa chemise. Même si je voulais... Il a des copies de sécurité. Il dira que j'ai tout falsifié pour lui extorquer de l'argent. Pas si on obtient l'original, de son serveur privé. Impossible, il a des mots de passe cryptés, biométrie. Élise sourit légèrement. Vous n'avez pas l'accès administrateur? Il ne répondit pas. Mais son silence hurlait la vérité. Au dîner de charité, tout le monde sera distrait, y compris lui. Pouvez-vous entrer dans le système à distance? François regarda ses chaussures usées. J'ai 2 enfants, un à l'université, un autre dans une école privée. Et ils auront un père en prison ou un père héros. Les mots furent durs, mais nécessaires. François remit ses lunettes. Son regard changea. Dîner de charité, après 20 heures. J'entre dans le système à 21 heures, 10 minutes. C'est tout ce que je peux obtenir avant que les alarmes ne se déclenchent. C'est tout ce dont nous avons besoin. Il fit demi-tour et partit en marchant vite sans se retourner. Élise s'appuya contre le mur de l'immeuble. Le cœur lui battait à tout rompre. Ils avaient les preuves, ils avaient les témoins, ils avaient le moment exact. Elle sortit son portable, appela Camille. « Camille, il y aura un scoop exclusif. Jeudi soir, dîner de charité d'Henri Beaumont. Et pourquoi j'irai couvrir un événement mondain ennuyeux? Parce qu'il y aura sa chute, en direct live. » Silence sur la ligne. « Élise, tu es sûre de ça? » « Absolument. Si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. » Élise raccrocha. Elle rentra chez elle, ouvrit la clé USB sur son vieux portable, organisa tous les fichiers. Tout était là. C'était des années de crimes documentés méticuleusement. Elle s'appuya contre la chaise en plastique, prit une profonde inspiration. Il restait 2 jours. Puis, le portable sonna. « Louis, Élise, on a un grave problème. » Son estomac tomba dans ses talons. Qu'est-ce qui s'est passé? François a disparu. Il n'est pas venu travailler aujourd'hui. Son portable est éteint. Non. Élise se leva au milieu du salon, le portable serré dans sa main. François a disparu.
répéta-t-elle, traitant l'information. J'ai essayé d'appeler 5 fois. Je suis allé à son bureau. C'est fermé à clé. Personne ne sait où il est, expliqua Louis de l'autre côté, la voix tendue. Il s'est dégonflé. Où il a été menacé. Élise pressa ses tempes avec ses doigts. Respira à fond pour ne pas crier. On continue sans lui. Élise, sans accès au serveur en temps réel, nous n'avons aucun moyen de télécharger les archives originales certifiées. Henri prétendra que tout est un montage numérique. Alors on utilise ce qu'on a déjà. La clé USB, les documents physiques de M. Pierre. Mon témoignage. Ce ne sera pas suffisant pour la police. Ça devra l'être. Silence tendu sur la ligne. D'accord, céda Louis finalement. Mais nous avons besoin de plus de gens, plus de volume. Plus il y a de voix, plus ce sera difficile pour lui de nous démentir. Qui d'autre accepterait? Laisse-moi faire. Je vais parler au personnel de la cuisine. Il y en a 3 que je sais qui détestent ce qu'il fait. Si on promet une protection réelle, peut-être qu'ils parleront. Fais-le. Et Louis, dis-moi. Merci. Il raccrocha. Élise passa le reste de la journée à organiser des dossiers. Imprima des documents clés. Sépara par catégorie. Évasion. Fraude à l'emploi. Contrats illégaux. Elle monta une présentation simple sur son ordinateur. Diapositive directe. Sans fioritures. Juste des faits bruts et des chiffres rouges. La veille du dîner, elle appela Camille de nouveau. « Confirme-moi que tu seras là. »« J'y serai. Mais Élise, si ça explose, tu deviens une cible. Procès, menace physique. Il ne laissera pas passer ça. »« Je sais. Et tu y vas quand même ?» Élise regarda la photo de son père sur la table. « Quand même. » Le jour du dîner, elle se réveilla à 5 heures du matin. Elle n'avait pas fermé l'œil. Elle se prépara avec un soin extrême. Vêtements discrets mais formels, elle devait projeter confiance et sérieux. Elle arriva au restaurant à 7 heures. L'événement commençait à 8 heures. Le salon était transformé, tables avec nappes en soie, composition florale exotique, éclairage ambré tamisé. Une énorme bannière pendait à l'entrée. Dîner de charité Henri Beaumont, en faveur de l'éducation des jeunes défavorisés. L'ironie lui provoqua presque un rire hystérique. Louis la trouva à l'entrée des fournisseurs. J'ai trouvé 4 personnes, 2 plongeurs, une ex-employée qui l'a licenciée injustement, et M. Pierre. Ils sont prêts? Ils sont nerveux comme jamais, mais prêts. Et le plan? Louis lui remit un programme griffonné sur un bon de commande. 20 heures, début du cocktail. 21 heures, Henri fait le discours principal. 21h15, on monte sur scène. Comment on monte? Il y aura la sécurité privée. Camille, elle dira qu'elle veut faire un hommage surprise de la presse. Elle demande le micro. Elle te le passe. Élise mit le papier dans sa poche. Ça peut mal tourner de 1000 façons. C'est pour ça qu'on répète. Ils passèrent la demi-heure suivante à repasser chaque étape dans l'entrepôt. Qui parle en premier? Qui montre les documents? Qui riposte si Henri essaie d'interrompre en hurlant? C'était presque un plan parfait, jusqu'à ce qu'Isabelle apparaisse sur le pas de la porte. « Élise, qu'est-ce que tu fous là ?» Son cœur bondit dans sa poitrine. « Je suis venu chercher mes affaires. Je les avais laissées dans le casier. » Isabelle croisa les bras, sceptique. « Le casier est fermé depuis hier. J'ai déjà fait don de ce qu'il y avait dedans à la Croix-Rouge. » Bon sang. Louis s'avança rapidement, s'interposant. « C'est ma faute, Isabelle. C'est moi qui l'ai appelée. J'avais besoin d'aide supplémentaire urgente pour aujourd'hui, juste pour laver les verres. Tant d'invités. » Isabelle regarda de l'un à l'autre, méfiante. « Henri ne peut pas la voir ici. Il va piquer une crise. » Elle reste à la plonge, juste laver la vaisselle. Invisible. Personne ne la verra. Isabelle soupira, regardant sa montre. S'il découvre qu'elle est ici, vous deux finissez à la rue ensemble. Elle sortit en faisant claquer ses talons. Élise relâcha l'air qu'elle avait retenu. C'était moins une. Un cheveu, approuva Louis, essuyant la sueur de son front. 20 heures. Les invités commencèrent à arriver en voiture de luxe. Élise observait de loin, à travers le hublot de la porte battante, entrepreneurs en costume sombre, femmes en robe longue de créateur.
politiques saluant Henri comme s'ils étaient de vieux amis d'enfance. Il était au centre de tout. Sourire large et blanc, poignée de main ferme, l'homme parfait, le pilier de la société parisienne. Personne ici ne savait qui était réellement ce monstre. Pas encore, 21 heures. Henri monta sur la petite estrade montée dans le coin du salon. « Bonsoir à tous, c'est un honneur immense de vous recevoir ici. » Applaudissements polis et raffinés. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une cause noble. L'éducation de jeunes qui n'ont pas eu les mêmes brillantes opportunités que nous. Élise serra les poings jusqu'à s'enfoncer les ongles dans la peau. Je crois fermement que chacun de nous a la responsabilité morale de rendre à la société, d'être un exemple vivant d'intégrité et de caractère. D'autres applaudissements enthousiastes. Camille était à la 3e table. Elle établit un contact visuel avec Élise à travers la vitre. Hocha la tête discrètement, c'était le moment. Élise se tourna vers Monsieur Pierre et le groupe d'employés. Prêt? Monsieur Pierre serrait sa grosse enveloppe jaune. Ses mains tremblaient visiblement. Je ne serai jamais prêt. Mais allons-y. Ils marchèrent vers le côté du salon, cachés par les ombres. Camille se leva. Elle fit signe au présentateur de l'événement pour demander la parole. Mais avant qu'elle n'atteigne la scène, la porte principale du restaurant s'ouvrit brutalement. François entra. Élise se figea. Il avait l'air terrible, cernes profonds et violacés, vêtements froissés comme s'il avait dormi dedans. Et il n'était pas seul. 2 hommes en costume noir l'escortaient, sécurité privée d'Henri. L'un d'eux alla droit vers Henri sur la scène. Lui chuchota quelque chose à l'oreille. Henri regarda immédiatement vers la direction où était cachée Élise, et sourit. Henri descendit de l'estrade, avec un calme prédateur. Il marcha droit vers l'endroit où se trouvait Élise. Les invités arrêtèrent de converser. Ils le suivirent du regard, confus. « Élise Martin !» dit-il assez fort pour que tout le monde entende, utilisant le micro-cravate qu'il avait encore allumé. « Quelle surprise désagréable de te voir ici !» Elle ne recula pas. « Monsieur Beaumont, je pensais que nous avions terminé notre relation professionnelle. » Il regarda autour de lui, souriant de manière charmante aux invités VIP. « Mais je vois que tu fréquentes encore mon établissement. » Sans invitation, bien sûr. L'un des hommes en costume s'approcha. C'était ses gorilles personnelles. « En réalité, » commença Élise, la voix plus ferme qu'elle ne l'espérait, « je suis venu pour... » « Laisse-moi deviner, » l'interrompit Henri avec moquerie. « Tu es venu redemander ton travail parce que tu en as besoin, parce que tu ne trouves pas de travail ailleurs. » Des rires étouffés émergèrent de certaines tables voisines. « Non, je suis venu exposer... »« Exposer » répéta-t-il, feignant une surprise théâtrale. « Exposer quoi exactement ?» Élise ouvrit la bouche pour crier la vérité, mais il ne lui laissa pas de répit. Parce que, si tu parles de l'incident de l'autre jour, je l'ai déjà expliqué à ma directrice. Tu as été irrespectueuse et insolente avec un client. Tu as refusé de suivre des instructions basiques de service. Il se tourna vers les invités, ouvrant les bras. Malheureusement, nous vivons à une époque où les gens croient que l'emploi est une faveur qu'on leur fait, qu'ils n'ont pas besoin de travailler avec excellence, qu'ils peuvent remettre en question celui qui paie leur salaire. Certains invités acquiescèrent, murmurant « C'est bien vrai de nos jours. Monsieur Beaumont, vous savez parfaitement que ce n'est pas ce qui s'est passé. » Monsieur Pierre fit un pas en avant, sortant de l'ombre. Henri se tourna lentement, comme un reptile. « Ah, Pierre, toi aussi tu es là. Comme c'est intéressant. » Il croisa les bras. 2 ex-employés problématiques apparaissant à mon événement de charité. Quelle curieuse coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, insista Élise. Nous avons... Vous avez quoi? Une histoire triste? Un sentiment d'injustice sociale? Henri fit un pas agressif vers elle, envahissant son espace personnel. Laisse-moi te dire une chose, Élise. J'ai construit tout ça. Il gesticula englobant le luxueux restaurant. Avec un travail acharné, avec des sacrifices, avec des décisions difficiles que personne d'autre ne voulait prendre. Sa voix adopta un ton professoral, condescendant. Et parfois, les décisions difficiles incluent de licencier des personnes qui ne servent à rien, qui ne comprennent pas la hiérarchie, qui ne respectent pas l'autorité.
Il regarda vers François, le comptable, qui était pâle à côté de la porte principale sous surveillance. « François, tu travailles avec moi depuis combien de temps ?» François déglutit difficilement, suant froid. « 7 ans, monsieur. 7 ans. Et à un moment donné, as-tu vu des irrégularités? Quelque chose d'illégal dans mes livres ?» Le silence dans le salon fut assourdissant. « Réponds, François. Toutes ces personnes importantes attendent. » Parce que si tu avais vu quelque chose, tu aurais dénoncé, n'est-ce pas? Après tout, tu es un expert comptable certifié. Tu signes tous les documents. S'il y avait fraude, tu serais complice direct. Le piège était parfait. Échec et mat. François baissa la tête, vaincu. « Non, monsieur, je n'ai jamais rien vu d'irrégulier. » Élise sentit le monde s'écrouler sur elle. Henri sourit victorieux. « Alors c'est réglé. 2 personnes rancunières, essayant de tacher ma réputation impeccable lors d'une soirée de charité. » Il fit un signe sec aux gardes de sécurité. « S'il vous plaît, escortez ces personnes à la sortie, sans scandale. Ils ont déjà subi assez de honte pour aujourd'hui. » Les gardes s'approchèrent, intimidants. Élise regarda Louis. « Monsieur Pierre, Camille, c'était maintenant ou jamais. » « Avant qu'on ne me sorte, » cria Élise de toute la force de ses poumons, « ces personnes méritent de savoir qui est vraiment l'homme qu'ils applaudissent aujourd'hui. » Henri éclata de rire. « Sécurité, s'il vous plaît, sortez-la. » « Henri Beaumont fraude le fisc depuis au moins 6 ans, » continua Élise, parlant vite et clair. « Il utilise de fausses factures pour blanchir de l'argent. Il exploite ses employés en payant moins que le salaire minimum légal. » « Accusation vide d'une gamine rancunière, » répondit Henri, gardant son calme extérieur. Élise ouvrit son sac brusquement, sortit une chemise en plastique. « Ici sont les preuves. Factures originales montrant des valeurs altérées, contrats de travail double et frauduleux, registres de paiements illégaux en espèces. » Elle leva les documents en l'air. Certains invités se penchèrent en avant sur leurs chaises, la curiosité l'emportant sur l'étiquette. Henri fit un pas en avant, perdant son sourire. Des bouts de papier qui peuvent être falsifiés. N'importe qui avec une imprimante et un ordinateur peut inventer des preuves. Alors expliquez pourquoi votre signature originale est sur toutes. Élise lança 3 documents sur la table la plus proche où dînait un sénateur. Les invités se levèrent pour voir. « Ça peut être Photoshop, montage numérique, » répliqua Henri. Mais sa voix semblait moins ferme maintenant. « Et les témoignages ?» Louis s'avança, sortant de la cuisine. « Ce sont aussi des montages numériques ?» Il tira une des cuisinières vers l'avant. « Parle, Odette !» La femme, dans la cinquantaine, tremblait entièrement sous son uniforme blanc. Mais elle parla. « Je travaille pour Monsieur Beaumont depuis 4 ans. Ma fiche de paie dit que je gagne 1600 €. Mais il ne me paie que 1000 € en main propre. » « Mensonge !» coupa Henri hurlant. « Je paie tout le monde conformément à la loi. Alors pourquoi ai-je les reçus signés de votre main ?» Odette sortit des papiers froissés de son tablier. « Voilà, 5 mois de reçus de votre main, 1000 € chacun. » Élise profita du moment. « Et il y a plus. Monsieur Pierre a travaillé ici 8 ans. Il n'a jamais reçu d'heures supplémentaires. Il n'a jamais eu de paiement des jours fériés, malgré le fait de travailler chaque week-end et chaque Noël. » Monsieur Pierre ouvrit sa grosse enveloppe jaune avec dignité. « J'ai tous les registres, jours travaillés, heures effectuées, valeurs qu'on aurait dû me payer selon la loi. » Il éparpilla les feuilles sur une autre table de convives. Un entrepreneur à lunettes prit l'une des feuilles, l'examina à la lumière des bougies. « Ceci semble légitime. Ce sont des registres de présence officielle. » « C'est une falsification !» Henri éleva la voix, perdant son sang-froid pour la première fois. « Vous allez croire à la parole d'employés médiocres et mécontents. Ce ne sont pas seulement des employés. » Camille se leva de sa table avec sa carte de presse en main. « Je suis Camille Laurent, journaliste d'investigation. Depuis 3 ans, je reçois des dénonciations anonymes sur Monsieur Beaumont. Je n'ai jamais obtenu de preuves solides. Jusqu'à maintenant. » Elle leva son portable connecté au système de projection. « J'ai ici des copies numériques de tous les documents fiscaux du restaurant des 2 dernières années, envoyés sur un cloud sécurisé. J'ai comparé avec les déclarations publiques de l'entreprise. » Camille projeta l'écran sur l'un des grands téléviseurs du salon. « Regardez,
Déclaration officielle, 300 000 € d'achats annuels. Documents internes réels, 800 000. Différence, 500 000 € non déclarés. Le silence était maintenant absolu et sépulcral. Henri regarda désespérément François, qui était encore collé au mur. « François, tu es mon comptable. Explique à ces gens que c'est techniquement impossible. » François ne répondit pas. « François !» hurla Henri presque hystérique. « Je n'en peux plus, monsieur. » La voix de François sortit brisée, un sanglot retenu. Il se décolla du mur. Il marcha jusqu'au centre du salon, traînant les pieds. « J'ai tout signé, chaque fausse facture, chaque reçu altéré, parce que vous m'y obligiez. Personne ne t'a obligé, tu étais très bien payé pour ton travail. Vous avez menacé ma famille, explosa François, les veines du cou saillantes. Vous avez dit que si je ne signais pas, vous alliez inventer que j'avais volé de l'argent à l'entreprise. Vous alliez me dénoncer, vous alliez me détruire professionnellement. » Des larmes de pure tension coulèrent sur son visage. « J'ai des enfants à l'école. Je ne pouvais pas tout perdre. » Élise s'approcha de François, posant une main sur son bras. « Mais maintenant, tu peux faire la chose juste. » François la regarda. Puis il regarda le salon, plein de l'élite de la ville qui le jugeait. Il prit une profonde inspiration, prenant une décision finale. « J'ai des sauvegardes, de tout. Archives originales avec date, heure et métadonnées, sauvegardées dans le cloud, sur 3 serveurs différents à l'étranger. » Il sortit son portable, appuya sur l'écran quelques fois. « Je viens d'envoyer le lien au parquet financier, à l'inspection du travail et à la police nationale. » Le visage d'Henri devint blanc cadavérique. « Tu n'as pas fait ça. Je l'ai fait, il y a une demi-heure, quand je suis entré ici et que j'ai compris que je ne pouvais plus vous protéger. » Un politique important à la première table se leva, s'essuyant la bouche avec sa serviette. « Henri, je te suggère fortement d'appeler ton avocat pénaliste, tout de suite. » D'autres invités commencèrent à chuchoter nerveusement. Certains sortaient déjà leur portable pour filmer. Henri regarda autour de lui, acculé. Il vit les caméras de Camille transmettre. Il vit les documents éparpillés comme des confettis accusateurs. Il vit les visages de déception et de dégoût. Son empire de papier commençait à s'écrouler en temps réel. Le premier à partir fut un sénateur qui était à la table principale. Il jeta sa serviette sur la chaise avec mépris. Il prit sa veste. « Excusez-moi, j'ai un appel urgent à prendre. » Il sortit presque en courant sans se retourner. Une entrepreneuse célèbre à la deuxième table tira son mari par le bras. « On s'en va, maintenant !» Les deux se levèrent. D'autres suivirent par effet domino. Un murmure croissant comme un essaim prit possession du salon. « J'avais entendu des rumeurs. Il m'a toujours semblé trop arrogant. Mon Dieu, j'ai investi des capitaux avec lui. » Henri essaya de reprendre le contrôle, montant sur une chaise. « S'il vous plaît, tout le monde, écoutez, c'est un malentendu, c'est une conspiration d'ex-employés communistes. » Mais personne n'écoutait plus. Un homme en costume gris s'approcha d'Élise. Il lui tendit une carte de visite. « Je suis avocat en droit du travail. Si vous avez besoin de représentation légale pro bono, cherchez-moi demain. » Un autre s'approcha de M. Pierre. « Pouvons-nous parler après ? Je représente d'autres syndicats d'employés qui pourraient avoir des cas similaires contre ce groupe. » Odette fut étreinte par 2 femmes élégantes qui étaient à sa table. « Vous avez été très courageuse, madame. Nous vous soutenons. » Camille circulait comme un requin, enregistrant tout, interviewant ceux qui acceptaient de parler devant la caméra. Un associé qui était arrivé bras dessus, bras dessous avec Henri s'éloignait maintenant, visiblement honteux, se couvrant le visage. « Je ne savais rien de tout ça, vous devez me croire. » Les réseaux sociaux bouillonnaient déjà. Plusieurs invités transmettaient en direct. Henri Beaumont exposé au dîner de charité. Entrepreneur modèle, accusé de fraude millionnaire et d'exploitation. Employé héros dénonce des crimes en direct. Le maître d'hôtel du restaurant, qui avait travaillé dans un silence complice pendant des années, s'approcha d'Élise. « Merci. Quelqu'un devait avoir le cran de faire ça. » D'autres employés de la cuisine sortirent timidement. « Nous aussi, on veut parler. On a des choses à raconter. » La présentatrice de l'événement, une mondaine connue, monta sur scène et prit le micro d'une main ferme. « Mesdames et messieurs,
Par respect pour les graves accusations présentées ici, nous annulons cet événement. Les dons effectués seront remboursés intégralement. Applaudissements. Sincères cette fois, pas pour Henri, pour le courage des petits qui ont affronté le géant. Louis serra l'épaule d'Élise. Tu as réussi. Elle regarda autour d'elle. Le salon qui se vidait. Des gens indignés, des journalistes encerclant François pour des détails plus scabreux. Et au centre de l'ouragan, Henri, seul, encore debout, mais complètement isolé sur son île de superbe. Ses associés, ses amis, ses adulateurs, tous s'étaient volatilisés. Il ne restait que les gardes de sécurité qui se regardaient entre eux sans savoir quoi faire, et les documents éparpillés sur les tables comme des témoins muets, des preuves qui ne pouvaient plus être cachées sous le tapis. Isabelle, la directrice, passa à côté d'Henri sans même le regarder. Elle alla droit parler à Élise. J'aurais dû faire quelque chose avant. Pardonne-moi. Élise hocha légèrement la tête. Ce n'était pas le moment des rancunes. C'était le moment de la justice. De l'extérieur, le son des sirènes commença à couper la nuit. Quelqu'un avait appelé les autorités. Henri réagit enfin. Il sortit son portable, composa un numéro avec des doigts gauches et tremblants. « Maurice, j'ai besoin de toi ici. Tout de suite. Amène tout le cabinet d'avocats. » Il raccrocha, cloua ses yeux sur Élise. « Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu viens de faire, gamine stupide. » La voix avait perdu toute l'arrogance raffinée. Maintenant, c'était juste une menace pure et crue. Je vais vous faire un procès à chacun de vous. Diffamation, calomnie, dommages et intérêts. Je vais vous prendre jusqu'à la chemise que vous portez. Avec quel argent ? Demanda Camille, approchant la caméra. Quand le fisc gèlera tous tes comptes bancaires demain à l'aube ? Henri avança agressivement vers elle. Louis se mit au milieu, bloquant le passage avec son corps robuste de chef. Ne la touche pas. Pousse-toi, cuisinier de pacotille. Essaie un peu. Les deux restèrent face à face, respirant fort. Ce fut quand la porte principale s'ouvrit de nouveau. 4 agents de la police nationale entrèrent, brassard et insigne en vue. Henri Beaumont. Il se retourna, surpris. « Oui, enfin vous êtes arrivés. Vous pouvez arrêter ces personnes pour violation de propriété privée et... Monsieur, vous êtes placé en garde à vue pour interrogatoire. Chef d'accusation d'évasion fiscale aggravée, fraude à l'emploi et faux et usage de faux. » Le silence tomba comme une dalle de plomb. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas. Nous pouvons et nous allons le faire. Nous avons reçu une plainte formelle avec documentation jointe il y a 40 minutes. Un juge a déjà délivré le mandat. » L'agent lui montra le papier tamponné. Henri lut vite. Ses mains commencèrent à trembler de façon incontrôlable. « Je veux mon avocat. C'est mon droit. Vous pourrez l'appeler depuis le commissariat. Vous savez qui je suis ? Savez-vous combien de personnes puissantes j'ai dans mon répertoire ?» L'agent ne sia pas. Connaître des gens puissants n'est pas un crime. Falsifier des documents en est un. Henri regarda autour de lui désespéré, cherchant un allié. Quelqu'un pour intervenir pour lui. Personne ne bougea le petit doigt. Il vit Élise. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Tu vas regretter ça pour le restant de ta vie misérable. Je vais te... » « Le monsieur va nous accompagner maintenant, » interrompit l'agent, le prenant par le bras. Henri tenta un dernier coup désespéré. Il sortit son portefeuille en cuir, extirpa une liasse épaisse de billets de 500. « Regardez, agent, on peut sûrement régler ça d'une autre façon plus civilisée. Combien gagnez-vous par mois ? Je peux le doubler, le tripler maintenant en liquide. » La salle entière fut témoin de la tentative effrontée. Le deuxième agent activa sa radio. « Centrale, je confirme tentative de corruption d'agents publics en flagrant délit. Ajoutez ça à la liste des chefs d'accusation. » Henri jeta l'argent par terre avec frustration. « C'est un piège, une conspiration politique. Vous verrez quand mes avocats arriveront. Monsieur Beaumont, préférez-vous sortir en coopérant ou devons-nous utiliser la force et les menottes ?» Il regarda le métal brillant à la ceinture de l'agent. La réalité le frappa enfin comme un train. Henri Beaumont, l'homme qui avait humilié des centaines de personnes pour le plaisir, qui avait volé, exploité, détruit des vies sans remords, était emmené par la police comme un délinquant ordinaire, devant tout le monde. « Je sortirai en marchant », murmura-t-il les dents serrées.
Les agents l'escortèrent jusqu'à la sortie. Sur le chemin, il dut passer devant Monsieur Pierre. Le serveur âgé, qui s'était agenouillé pour nettoyer le café du sol quelques jours plus tôt, était maintenant debout, la tête haute et le dos droit. Henri s'arrêta une seconde, ouvrit la bouche pour dire quelque chose d'insultant. Monsieur Pierre le regarda simplement, sans colère, sans peur, juste avec la sérénité de la justice. Henri baissa la tête et continua de marcher. À la porte, il se retourna une dernière fois. Il vit son salon vide d'admirateurs, les tables sans dessus-dessous, les documents éparpillés comme les pierres tombales de sa carrière. Il vit Élise, entourée de personnes qui la remerciaient, la soutenaient. Il vit tout ce qu'il avait construit sur des mensonges s'écrouler jusqu'aux fondations. « Allons-y, monsieur », pressa l'agent. Henri sortit dans la nuit froide. La porte se ferma derrière lui avec un coup sec, et le silence qui resta fut différent. Ce n'était plus le silence dense de la peur. C'était le silence frais du soulagement. Élise se laissa tomber sur une chaise. Ses jambes ne la portaient plus. Louis lui apporta un verre d'eau. « C'est fini », dit-il doucement. Élise but une longue gorgée. Ses mains tremblaient encore de l'adrénaline. « C'est fini », répéta-t-elle, savourant le goût des mots. Camille s'approcha, rangeant son équipement. « Ça sera à la une demain. Tu viens de devenir un symbole, mon ami. Je ne veux pas être un symbole. Je voulais juste qu'il arrête de blesser les gens. Il a arrêté. Tu l'as arrêté. » De l'extérieur, la voiture de police démarra. La sirène coupant l'air nocturne, emmenant Henri Beaumont dans un endroit où l'argent et l'arrogance ne protègent personne des barreaux. Pour la première fois depuis des années, il n'avait le contrôle de rien. Et pour la première fois de la vie d'Élise, elle respira en sachant qu'elle avait fait la chose juste, même quand cela semblait une mission impossible, même quand tout le monde lui disait d'abandonner. Elle n'a pas baissé la tête. Élise resta assise 10 minutes de plus après le départ de la police. Elle sentait ses jambes lourdes comme du plomb. Son corps entier vibrait alors que l'adrénaline retombait d'un coup. Louis s'assit à côté d'elle en silence. « Comment tu vas ?»« Je ne sais pas. Je suis encore en train de réaliser que ça a marché. » Monsieur Pierre s'approcha. Il avait les yeux rouges d'avoir pleuré, mais son visage semblait différent, plus jeune, plus léger. « Élise, merci. Merci d'avoir eu le courage que je n'ai jamais eu en 8 ans. » Elle lui prit la main avec affection. « Vous avez eu du courage, monsieur Pierre. Aujourd'hui, quand ça comptait le plus. » François apparut avec une bouteille d'eau. Il la lui offrit timidement. « Pardon d'avoir disparu. J'ai paniqué. J'ai pensé à m'enfuir. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de mes enfants. » Il s'assit sur le bord de la table, épuisé. « Je veux qu'ils soient fiers de leur père. Pas qu'ils aient honte de mon nom de famille. » Camille finit de prendre les dernières notes sur son carnet. « Élise, je peux te faire une interview rapide. Juste 3 questions pour clore l'article. » Élise hésita, puis elle hocha la tête. « Qu'est-ce qui t'a poussé à affronter un homme si puissant ?» Élise regarda le salon vide et luxueux. « Mon père, il a été détruit par quelqu'un d'exactement comme ça. J'ai juré sur sa tombe que je ne laisserai plus jamais ça arriver sans me battre. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire demain ?»« Chercher un autre travail, » rit-elle, un rire fatigué mais libre. « Recommencer à zéro, mais cette fois sans devoir baisser la tête devant personne. Dernière question. As-tu peur de ce qui viendra après? Les procès, les représailles ?» Élise réfléchit un moment. « J'ai peur, mais la peur ne m'arrêtera plus jamais. » Camille éteignit l'enregistreur avec un sourire. « Ça va inspirer beaucoup de gens, Élise. » Odette, la cuisinière, serra Élise dans ses bras avec force avant de partir. « Ma fille saura cette histoire. Elle saura que nous n'avons pas besoin d'accepter l'abus d'aucun patron. » Un par un, les employés sortirent, chacun remerciant d'un geste ou d'un mot. Élise fut la dernière à franchir le seuil. Louis l'accompagna jusqu'à la rue déserte. « Et maintenant ?» demanda-t-il, regardant le ciel nocturne. « Maintenant je rentre chez moi, embrasser ma mère, et dormir 12 heures d'affilée. » Elle sourit vraiment pour la première fois de la soirée. « Et toi? Je vais mettre à jour mon CV. Je crois que ce restaurant ne va pas durer longtemps avec le propriétaire en prison. » Les deux rirent sous la lumière des lampadaires. Élise prit le bus de nuit pour rentrer. Elle appuya sa tête contre la vitre froide. Elle vit la ville passer vite.
Elle n'avait pas de travail, elle n'avait aucune certitude de ce qu'elle mangerait demain. Mais elle avait quelque chose qu'elle ne ressentait plus depuis des jours, la paix. 3 semaines plus tard, Henri Beaumont était en résidence surveillée stricte, un bracelet électronique à la cheville, en attente d'un long procès. 3 de ses sociétés écrans furent fermées par le fisc. 17 employés présentèrent des recours collectifs au prud'homme. Son nom devint synonyme d'exploitation et de honte aux actualités. Il s'asseyait seul dans son penthouse de luxe, regardant par la fenêtre la ville qui ne lui appartenait plus. Le téléphone ne sonnait plus. Personne ne voulait s'associer à un criminel exposé. Élise était place de la République quand elle vit l'alerte info sur son portable. L'ex-entrepreneur Henri Beaumont mis en examen formellement pour 23 crimes fédéraux. Elle ferma l'application avec le pouce. Elle n'avait plus besoin de penser à lui. C'était du passé. Ces 3 dernières semaines, tout avait changé radicalement. Camille publia le reportage spécial. Il devint viral en quelques heures, 1 demi-million de vues en 2 jours. Élise reçut des douzaines d'offres d'emploi. Elle choisit de travailler dans une ONG qui aidait les travailleurs à dénoncer les abus patronaux. Le salaire était inférieur à celui de serveuse, mais le but était infiniment plus grand. Monsieur Pierre obtint sa retraite anticipée avec l'aide d'un cabinet d'avocats qui prit l'affaire pro bono. Il pouvait enfin reposer ses genoux fatigués. François devint témoin protégé officiel. Il collaborait aux enquêtes pour démanteler le réseau. Il dormait tranquille maintenant. Louis fut embauché comme chef exécutif d'un nouveau restaurant à la mode. Il emmena la moitié de l'ancienne équipe avec lui. Isabelle démissionna honteuse. Elle dit qu'elle ne pouvait plus gérer des endroits qui ne respectaient pas la dignité humaine. Élise rendait visite à sa mère à l'hôpital chaque semaine maintenant. La consultation et le traitement avaient été payés par des dons anonymes, arrivés après la diffusion de l'histoire. « Ma fille est devenue une héroïne », disait sa mère aux infirmières, rayonnante de fierté. « Je ne suis pas une héroïne, maman. J'ai juste fait ce qui devait être fait. C'est exactement ce que font les héroïnes. » Un vendredi après-midi, Élise était à son petit bureau de l'ONG quand une jeune femme entra. Elle était nerveuse. Ses mains tremblaient tout comme celles d'Élise ce premier jour. « J'ai vu votre histoire sur Internet. J'ai besoin d'aide. » Élise tira une chaise supplémentaire. « Assieds-toi, raconte-moi tout. » La femme prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. « Mon patron, il m'humilie tous les jours, devant tous mes collègues. Il dit que je suis bête, que je suis incompétente. » Les mots étaient trop familiers, un écho douloureux. Et quand je pense à dénoncer, il me dit que personne ne me croira, qu'il a le pouvoir, des relations politiques. La femme essuya ses larmes du revers de la main. Mais ensuite, je vous ai vu. J'ai vu qu'il est possible de gagner contre eux. C'est pour ça que je suis venu. Élise lui prit la main avec fermeté. Tu as fait la chose juste en venant ici, et je te promets que tu n'es pas seule. Elle prit un formulaire vierge. Nous allons tout documenter, chaque cas, chaque témoin. Et nous ferons en sorte qu'il réponde de chaque larme. La femme la regarda dans les yeux, cherchant de l'espoir. Et si je perds tout dans le processus? Élise pensa au jour où elle fut licenciée de la brasserie, à la peur paralysante qu'elle ressentit dans le vestiaire, à l'envie d'abandonner. Peut-être perdras-tu ton travail, mais tu gagneras quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Quoi? Ta dignité. La femme hocha la tête, comprenant. Elles passèrent l'heure suivante à remplir des papiers, à monter le dossier. Stratégie. Quand la femme sortit du bureau, marchant plus légère, plus pleine d'espoir, Élise regarda par la fenêtre vers la place. Elle voyait les gens passer, des travailleurs rentrant chez eux dans les transports, chacun avec ses propres batailles silencieuses. Combien étaient humiliés en ce moment exact? Combien avaient peur d'élever la voix? Elle savait qu'elle ne pouvait pas les sauver tous. Mais elle pouvait en aider un à la fois, et chaque personne qui trouvait son propre courage inspirait la suivante. C'était comme ça que le monde changeait vraiment. Pas avec de grandes révolutions lointaines, mais avec de petits actes de courage individuels, un à la fois. Si cette histoire a touché une corde sensible en vous, votre j'aime nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Racontez-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou pays vous nous regardez.
Vraiment, je les lis tous, et je m'assure de répondre avec affection à ceux qui prennent le temps de commenter. Et si vous croyez au pouvoir transformateur d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines émotions. La chaîne ne fait que commencer, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer ce voyage avec vous. Je compte beaucoup sur votre soutien. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour continuer à regarder. On se retrouve dans la prochaine vidéo.